Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler un exercice sur les sous-espaces vectoriels. On va travailler dans R3 et on va déterminer une base. Alors dans le cas, on va dire assez simple, on définit trois sous-espaces vectoriels, F et G. Ils sont définis, vous voyez, par des équations en X, Y et Z. On ne vérifiera pas que ce sont des espaces vectoriels, je vous le dis. Voilà. C'est assez simple à vérifier. Donc l'idée c'est plutôt là de chercher une base de chacun. Voilà. Et ensuite de trouver une application linéaire dont le noyau est justement eh bien, l'espace cité. Donc on est parti tout de suite avec l'ensemble F. L'ensemble F, donc, c'est un sous-espace vectoriel de R3, d'accord? Donc des points, enfin des vecteurs à coordonnées x, y, z. Et il faut que 3x moins 2y moins z soit égal à 0. Alors comment on fait ça? C'est assez simple. Alors ça dépend à quel niveau du cours vous êtes. Si vous êtes tout début, eh bien on va dire par exemple que z, ici, donc on va dire que le x, y, z appartient à f, ça équivaut à z égale 3x moins 2y, d'accord? Ça veut dire que votre x, y, z, donc il va s'écrire x, y, 3x moins 2y. Et là, eh bien, on va se séparer. On va séparer les x et les z, puisque ici, on peut ajouter, on va donc dire x, 0, 3, voilà, plus 3x, pardon, plus 0, y, moins 2y. On met tous les x dans un vecteur, tous les y dans un autre. Et maintenant, regardez, on va factoriser par x, ici, ça fait 1, 0, 3, plus y fois 0, 1, moins 2. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Bien, on va dire tout simplement que chaque élément de f est une combinaison, parce que x et y sont des réels ici, c'est une combinaison de deux vecteurs qui sont les vecteurs ici, donc 1, 0, 3 et 0, 1, moins 2. C'est les coordonnées, donc on va l'appeler celui-ci E1, et celui-ci, on va l'appeler E2. D'accord? Donc ça veut dire que, effectivement, avec ça, on vient de montrer que f, c'est donc l'ensemble des x E1 plus y E2 avec x et y appartenant à R2. Et bien sûr, je définis ici E1, 1, 0, 3, E2, 0, 1, moins 2. Voilà. Donc on vient de montrer que f, c'était donc le vectoriel de la famille E1, E2. Alors, est-ce que E1, E2 est une base? Il faut vérifier que E1 et E2 sont libres. Alors, effectivement, vous avez un 1 ici en première coordonnée, un 0 en deuxième. Or, E1 et E2 est une famille libre. D'accord? C'est évidemment, E1 n'est pas un multiple de E2. Et donc, E1, E2 est une base de notre ensemble F. Si on se place plus loin dans le cours, on remarque que ici, on a une seule équation x, y, z. D'accord? Ça veut dire que f, c'est le noyau d'une application linéaire très simple, qui est une forme linéaire. En fait, ça sera f de x, y, z égale à 3x moins 2y moins z. Si on prend ça, f, c'est une application de R3 dans R, vous voyez, il n'y a qu'une coordonnée ici, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. D'accord? Et on sait, c'est du cours, que le noyau des formes linéaires, ce sont ce qu'on appelle des hyperplans. C'est-à-dire des espaces de dimension 1 de moins que l'ensemble global. Ça veut dire qu'ici, on sait que la dimension du caire de f, c'est ici, donc dimension de l'espace, 3 moins 1, c'est 2. Et c'est donc tout à fait normal que notre espace f soit engendré par deux vecteurs libres, parce qu'il est de dimension 2, d'après cette propriété sur les formes linéaires. Donc ici, vous voyez bien que le caire de f, c'est bien exactement l'ensemble grand F. Puisque si on résout donc f de x, y, z égale 0, on prend le 0 donc, de l'ensemble dérivé qui est R, et bien ça équivaut à 3x moins 2y moins z égale 0. Et donc ça veut dire que x, y, z appartient à f. D'accord?
x, y, z appartient à grand F. Donc grand F, c'est bien le noyau de petit f. Donc quand on vous donne comme ça une équation avec ici les trois variables et des coefficients réels devant, donc il faut que ça soit égal à 0 pour qu'on ait un SEV, eh bien vous avez devant vous le noyau, tout simplement, d'une forme linéaire, et ce qu'on appelle donc un hyperplan. Alors là, on est dans R3, on appelle ça des plans, plus simplement, vous reconnaissez, on est un peu dans la géométrie donc linéaire. Après, on aurait pu proposer d'autres choses. J'aurais pu proposer, par exemple, F2, une application donc qui part de R3, qui a x, y, z associé, tout simplement, regardez, 3x moins 2y moins z, et je peux mettre 3x moins 2y moins z, je peux le mettre deux fois. Dans ce cas-là, le caire de F2, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des x, y, z, tel que, eh bien, on est à la fois 3x moins 2y moins z égale 0 et 3x moins 2y moins z égale 0. Vous voyez qu'on retrouve effectivement que le caire de F2, c'est aussi grand F. Mais là, c'est plus une forme linéaire, c'est une application linéaire, F2. Vous voyez, je l'ai créé allant de R3 dans R2. Voilà. Donc, il y a plusieurs applications linéaires qui ont le même noyau. Mais la plus intéressante, c'est cette forme linéaire ici, qui nous donne directement en fait, l'équation d'un plan passant ici par l'origine, quand on est en géométrie classique. Qui concerne l'unicité, il n'y a pas. Il suffirait par exemple de prendre F3, vous pouvez prendre une autre forme linéaire, en multipliant la première par n'importe quel réel, sauf 0. Donc par exemple, on pourrait prendre 6x moins 4y moins 2z, ben, le noyau, c'est encore grand F. Donc vous voyez, il n'y a pas unicité, mais pour les formes linéaires, elles sont toutes multiples l'une de l'autre ici. Si on se place avec les dimensions, on peut aussi citer le fameux théorème Durand. Si vous ne l'avez pas vu, ça va venir. Théorème Durand, qui dit que la dimension de l'espace de départ, donc la dimension de R3, c'est la dimension du caire de notre application linéaire, plus la dimension de l'image de F. Autrement dit ici, on a un espace de dimension 3, c'est R3. Le caire, on vient de voir que c'était un hyperplan, c'est notre grand F, donc dimension 2. On a vu que le vecte avait une base avec deux vecteurs. Et donc ici, il nous reste la dimension de l'image. Et effectivement, l'image de notre forme linéaire, ici, on est dans R. Vous voyez qu'il y a au moins une image non nulle, donc on a une dimension qui est 1. On a bien 3 égale 2 plus 1. Voilà, ça c'est les choses que, si vous avez vu le théorème Durand, qui vous parle, sinon vous verrez ça un petit peu plus tard. On continue avec un deuxième exemple. Donc ici, c'est la même idée. On doit avoir à la fois x plus 2y plus z égale 0 et 3x moins y plus z égale 0. Donc vous voyez qu'ici, on a en fait l'intersection de deux plans dans R3, sinon ce qu'on appelle deux hyperplans. Si on reprend ce que j'ai dit, ici, ce sont des noyaux de deux formes linéaires différentes. Alors on va transformer ça. Ça veut dire que ici, par exemple, z doit être égal à donc moins x moins 2y, on substitue, on peut substituer, on aurait pu même soustraire. Ici, oui, on va peut-être faire mieux. Donc z égale à ça. Et ensuite, je soustrais les deux lignes. Donc je fais 3x moins x, 2x, moins y moins 2y moins 3y est égal à 0. J'obtiens quelque chose de très intéressant. Z égale moins x moins 2y et x égale à 3 demi de y. Ça veut dire qu'en haut, z, je peux l'exprimer uniquement en fonction de y. En remplaçant moins x par moins 3 demi de y, moins 2y, et j'obtiens ici x égale 3 demi de y. Conclusion très simple, z, c'est donc moins 3 demi de y moins 2y. J'additionne, pardon, ça fait 7 demi, voilà, moins 7 demi de y. Et x, c'est 3 demi de y. Conclusion, ça veut dire que x, y, z appartient à G, eh bien ça équivaut à, donc ici, eh bien, nos deux conditions, z égale moins 7 demi de y, et x égale 3 demi de y. Donc votre x, y, z va s'écrire, donc 3 demi de y moins 7 demi de y. Et on va faire comme tout à l'heure, on factorise par y. Et cette fois-ci, on trouve ceci. Que tous les x, y, z, en fait, sont des multiples d'un vecteur qui est celui-ci. Alors on peut même, si on veut, le multiplier par 2.
Ici, on peut faire donc 2y. Je factorise par 1/2 et j'obtiens donc ici 3, 2, moins 7. Conclusion. Ça veut dire que notre ensemble G, il est beaucoup plus simple en fait que le F parce qu'ici, il est engendré par un seul vecteur. Le vecteur de coordonnées 3, 2, moins 7. Dans notre plan grand F, notre espace grand F, c'est ce qu'on appelait un plan vectoriel, donc un espace de dimension 2. Ici, on a ce qu'on appelle une droite vectorielle, un espace vectoriel de dimension donc 1, engendré par un seul vecteur. Donc votre vecteur est forcément une base, puisqu'il est forcément générateur ici, et il est libre, puisqu'il est tout seul. Pour avoir une application linéaire dont j'ai le Kerr, mais qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, vous partez de x, y, z, et vous associez, alors c'est très simple, vous mettez en première coordonnée x plus 2y plus z, et en deuxième coordonnée 3x moins y plus z, voilà. Dans ce cas-là, vous avez créé donc une fonction, une application linéaire, donc de R3 dans R2, vous voyez, on a deux coordonnées ici. Le Kerr de f, donc ici, x, y, z appartient au Kerr de f, ça équivaut à avoir, donc ceci est égal au vecteur nul de R2, c'est-à-dire 0, 0, donc je dois avoir à la fois ça égale 0, et 3x moins y plus z égale 0. Donc ça veut bien dire que ici, x, y, z, il appartient à notre espace grand G. Alors ici, je ne vais pas l'appeler f, on va peut-être être un peu plus... Puisque notre espace, c'est donc ici EG, on va l'appeler EG. Ça n'a pas d'intérêt particulier, mais ça change les habitudes. Voilà. Donc ici, on a... Alors si on doit recaler tout ça dans un cadre plus large, donc ici, on est parti d'une dimension 3, on arrive dans une dimension 2. Donc il y a donc toujours ce même théorème du rang, vous allez voir un peu plus tard, si ce n'est pas déjà fait, qui vous dit quoi? Que la dimension de l'espace de départ, donc la dimension de R3, eh bien, c'est la dimension du Kerr de votre application plus la dimension de l'image. C'est particulier parce que le Kerr, il est dans R3 alors que l'image est dans R2. Mais en termes de dimension, on peut faire la somme. Donc là, on a 3. Le Kerr ici, alors pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi sur le Xi. Le Kerr, c'est notre espace G. Il est donc de dimension 1. C'est notre droite vectorielle. Ça veut dire que l'image de notre application R, c'est un espace de dimension 2. Voilà. Et donc, on apprendra aussi à trouver, quand on vous donne une application linéaire, à trouver une base de l'image. C'est une autre capacité à avoir. Ici, on cherche des bases des noyaux. Il faudra aussi apprendre à chercher des bases des images. Alors là, on vous donne l'espace F. On vous donnera après donc une application linéaire. Vous chercherez la base de l'im et la base du Kerr. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va arriver après. Ensuite, alors je vois, j'ai fait une petite faute ici d'orthographe vectorielle avec 2 LE. Et ensuite, on s'attaque à grand H. Ici, H, alors, on vous donne juste x égale y. Alors, il n'y a pas de z. Donc ça peut perturber. C'est pour ça que je voulais faire cette question-là. Donc ici, ça veut dire que x, y, z appartient à H si et seulement si x égale y. Alors, là, tout de suite, une forme linéaire. Il suffit de prendre f de x, y, z égale x moins y. Votre application ici, elle va de R3 dans R. C'est donc encore une forme linéaire. Et donc le Kerr de f, alors c'est pareil, je vais l'appeler h, comme ça on s'habitue aussi à changer les noms. H, et bien le Kerr de h, c'est grand H, effectivement. Donc ici, on a encore grand H qui est le noyau d'une forme linéaire. Conséquence, ça veut dire que grand H, c'est ce qu'on appelle un hyperplan. Et comme on est en dimension 3, ça veut dire que on sait, si on a fait un petit peu de dimension, que la dimension de H, ça va être égal à la dimension de l'espace, c'est-à-dire 3 moins 1. Donc ici, c'est égal à 2. H est de toute façon obligatoirement un hyperplan de R3, ce qu'on appelle un plan vectoriel. D'accord? Un plan, décidément, un plan vectoriel. Un plan vectoriel ici, comme on est en R3, c'est un plan de dimension 2. Alors comment on peut retrouver ça? Ça veut dire qu'ici, x, y, z appartient à h, ça veut dire qu'il s'écrit comment? La seule chose que vous avez comme information, c'est que x égale y, donc là, à la place du grec, on peut mettre x. Donc vous savez, vos coordonnées s'écrivent comme ça. Et ce z qui n'est pas dans le système, eh bien en fait, il est quelconque, vous pouvez choisir sa valeur. N'importe quelle valeur de z, ici, va convenir à partir du moment où vous avez x égale y. Donc,
vous avez comme ça ici, on factorise, donc on laisse tous les x d'un côté, comme on avait fait tout à l'heure. Ici, je laisse tous les z, évidemment le z est tout seul dans un des deux, je factorise par x et j'obtiens ceci. Donc, conclusion, votre ensemble H, c'est le vectoriel ici de deux vecteurs, vecteur 1, 1, 0 et 0, 0, 1. D'accord? Donc, si je les appelle ici le premier, on va appeler E1, le deuxième E2, et bien votre H, c'est donc le vectoriel d'une famille de deux vecteurs. Alors cette famille est évidemment libre, hein, parce que vous voyez qu'ici on a un 1, là on a un 0, donc ça veut dire qu'ici, eh bien, ces deux vecteurs non nuls ne sont pas conérs l'un de l'autre, donc ceci est une famille libre, donc c'est une base de H. Si on vous demandait de montrer que c'est une base, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ferait lambda 1, 1, 0 plus mu 0, 0, 1 égale 0. Est-ce que lambda et mu sont égaux à 0? Eh bien, ça veut dire qu'on a ici, ça équivaut donc à lambda égale 0. On regarde la première coordonnée, la deuxième coordonnée, ça ferait lambda égale 0, et la troisième, mu égale 0. Effectivement, vous voyez qu'on trouve lambda égale 0 et mu égale 0. Ça, c'est la présence des zéros qui est très rapide pour montrer l'indépendance de deux vecteurs. Donc, faites bien attention, dans une équation comme ça, quand il n'y a pas une des variables qui apparaît, elle va quand même apporter une dimension, puisque justement, sa valeur étant quelconque, on peut la choisir. C'est pour ça que vous avez ici un vecteur 0, 0, 1 qui va rentrer dans la base. Donc, je choisis ici une forme linéaire H, d'accord? Comme tout à l'heure, on peut faire d'autres choses, hein. On peut proposer H2. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut proposer comme ensemble d'arrivées? Alors, je vous ai dit le théorème du rang. Il vous dit que la dimension de l'espace de départ, 3, hein, ça c'est la dimension de R3, puisque là on est imposé, on part de R3, ça va être la dimension du Ker, donc dim du Ker de H, plus la dimension de l'image de H. Le Ker est imposé, c'est votre ensemble H. Donc ici, on a vu que c'était un plan vectoriel, puisqu'il est engendré par deux vecteurs, il y a une base donc de deux éléments. Donc ici, on a un 2. Ça veut dire, conclusion, que eh bien, la dimension de l'image de votre application linéaire, j'ai appelé H2, eh bien, c'est forcément égal à 1. Donc, ici, conclusion, on a au minimum ici une forme linéaire. Donc après, vous pouvez choisir d'autres, hein. Vous pouvez mettre R8 si vous voulez, par exemple. Ça n'a pas d'importance. Par contre, il va falloir ajuster. Si vous voulez que H soit le noyau d'une application de R3 dans R8, eh bien, vous passez de x, y, z, et vous faites très simplement, vous mettez ici x moins y, et vous mettez 0, par exemple, sur les 7 autres coordonnées. Voilà. Et là, vous avez donc le Ker de H2, qui est en fait grand H, vous voyez. Alors après, on peut rajouter à d'autres endroits x moins y, ou des multiples de x moins y, sans aucun problème. Donc comme ça, il existe une infinité d'applications linéaires qui ont comme noyau H. Et donc, la plus simple de toutes, c'est cette fameuse forme linéaire ici, qui prend ses valeurs dans R. Et donc, ici, on sait, et c'est les propriétés qu'il va falloir bien connaître, c'est que voilà, quand on a une forme linéaire, le noyau est ce qu'on appelle un hyperplan. C'est un espace de dimension 1 de moins que l'espace de départ. Donc ici, c'est 2. Voilà, ce petit exercice un petit peu de découverte, de visite des sous-espaces vectoriels dans R3 est terminé. Bien sûr, il faudra travailler le problème dans l'autre sens. On vous donne des applications linéaires et vous essayez d'en tirer une base du Ker, base de Lim, etc. Voilà, à très bientôt.